Les rencontres Bourse Live, merci d'être avec nous sur Boursorama. On va discuter aujourd'hui avec Sophie Flack, bonjour. Bonjour Julien. Merci d'être avec nous, membre du directoire et partenaire en charge de l'ESG et du digital chez Eurazeo. On va parler d'ESG et de la manière finalement dont il peut, ou peut-être dont il faut d'ailleurs le revaloriser auprès des investisseurs. Un mot tout d'abord peut-être sur Eurazeo. Est-ce qu'on doit vraiment encore présenter Eurazeo un petit peu quand même? Mais bien sûr, on doit toujours présenter Eurazeo, notamment parce qu'on a une actualité aussi qui fait que l'entreprise se développe extrêmement rapidement. Donc Eurazeo, nous sommes une société d'investissement française. Oui. On a 140 ans d'existence, donc c'est suffisamment rare pour être souligné. Nous gérons aujourd'hui environ 34 milliards d'euros. Et on est un acteur diversifié. Donc en fait, on opère en capital investissement. Donc on investit dans ce qu'on appelle l'économie réelle. Donc on soutient des startups jusqu'aux grandes entreprises. Nous avons une activité de dette privée aussi. Donc c'est comme quand on va contracter un emprunt, sauf que là ce sont des emprunts pour les entreprises. Et enfin, on a une activité de fonds de fonds. Ça veut dire que nous finançons aussi, nous prenons des parts dans des fonds de confrères, ce qui nous permet d'avoir un modèle extrêmement résilient et en même temps aussi d'aller capter les différentes poches de création de valeur. Aujourd'hui, on est présent dans 12 pays, donc 3 pays dans lesquels nous investissons en direct. La France, l'Angleterre et les États-Unis. Et les autres pays, et ça c'est une spécificité d'Eurazeo, aujourd'hui, nous finançons pas loin de 600 entreprises et nous soutenons directement le développement international de ces entreprises, d'où le fait que nous ayons des bureaux avec des experts locaux qui viennent accompagner telle société. Et qui connaissent les marchés locaux. Bien sûr, les acteurs, donc que ce soit pour le développement, par exemple en Asie, effectivement, puisque c'est assez différent de ce qui se fait en Europe. Donc ça garantit aussi le succès et le bon développement des entreprises que nous finançons. On a 450 collaborateurs et différenciation non des moindres en lien avec le sujet d'aujourd'hui. Julien, vous me le permettrez, c'est notre programme ESG, notre programme développement durable qui s'appelle Au+, mais j'imagine qu'on y reviendra dans un instant. Effectivement, c'est l'objet un peu de notre échange. Un gros travail qui est fourni par, et puis depuis assez longtemps finalement, par Eurazeo sur ces sujets ESG. Pour quelles raisons d'ailleurs ? Alors, pour une raison... Alors, peut-être déjà, je pense que ce serait important juste de redire ce que c'est que l'ESG, parce que nous, on a l'habitude d'être dans les acronymes, mais l'ESG, en fait, ce sont les lettres de E pour environnement, S pour social, sociétal. Le social, c'est le corps social de l'entreprise. Le sociétal, c'est l'impact qu'on a sur l'ensemble de la société civile. Et le G de gouvernance, parce que c'est vrai que dans les métiers d'investissement, un de nos leviers d'action, c'est notamment le poids qu'on va pouvoir avoir dans la gouvernance de l'entreprise, donc dans les décisions qui sont prises. Donc en fait, quand on parle de développement durable, c'est vrai que dans les entreprises, on va parler de RSE, responsabilité sociale de l'entreprise. Traduit en finance, on rajoute le G de gouvernance qui est un de nos gros leviers d'action. Et donc effectivement, pourquoi chez Eurazeo, finalement, vous êtes à un moment donné, il y a quelques années maintenant, mis un petit peu en travail sur ces sujets d'ESG, peut-être même d'ailleurs un petit peu avant les autres. Alors, parce qu'on y voit un lien direct avec la création de valeur. Donc effectivement, on s'est engagé très tôt sur les questions de mixité, dès 2004. On a fait le premier bilan carbone de notre portefeuille en 2008, ce qui était tout à fait innovant. Et avec une conviction forte qui est que, au même titre qu'on a pu voir la tech qui venait et sur les 30 dernières années, si vous voulez, ça a été les 30 dernières années de la croissance exponentielle de la tech. Nous, on voit exactement le même mouvement se mettre en œuvre sur les sujets environnementaux et sociaux. Et on pense qu'on va rentrer dans probablement 30 années assez structurantes où on va voir une croissance exponentielle sur les entreprises qui sont en lien avec les solutions environnementales et les solutions sociétales. Et par ailleurs, on a aussi ce qu'on appelle les stranded assets. Donc les stranded assets en français, ce sont les assets échoués. C'est beaucoup moins joli en français, mais par contre, c'est quand même assez clair. C'est plus lisible. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des sociétés qui font face à une perte de valeur irrémédiable parce que les consommateurs ou le régulateur interdisent l'accès aux produits et aux services. Un exemple,
contrasté en Europe, mais en tous les cas valable en France, c'est le charbon. Au niveau global, on sait qu'en Allemagne, le charbon est encore fortement utilisé, mais c'est probablement quelque chose qui se réglera dans les années à venir. Aujourd'hui, qui parierait sur le charbon ? Bien évidemment. Qui prévoirait de faire des profits avec le charbon ? Donc c'est un stranded asset, et on pense qu'il va y en avoir de plus en plus, avec 3 facteurs majeurs. Le premier, la disponibilité des ressources, parce qu'en fait, on est dans un monde physique, donc quand il n'y a plus la ressource, on ne peut plus fabriquer les produits et les services qui vont avec. Le régulateur, et on le voit, en Europe, on a quand même beaucoup de réglementations très contraignantes. Et enfin, et surtout, et c'est sans doute ce qui va être le facteur de changement le plus rapide, les changements de comportement consommateur. Oui, c'est ça. Et justement, pour le consommateur, on est effectivement de plus en plus soumis à ces sujets d'ESG. On nous parle aussi parfois d'impact. Oui. Est-ce que peut-être dans un premier temps, puisque l'idée c'est aussi d'être le plus pédagogique possible aujourd'hui, est-ce qu'on peut réexpliquer peut-être d'abord la différence entre les deux et ensuite on déclinera ? Bien sûr. Alors, déjà dans l'impact, ça commence bien. On pourrait dire qu'il y a 2 catégories d'impact. Oui. Dans le sens où, si vous voulez, l'impact tel qu'il est né, il était en lien avec ce qu'on appelle toujours l'économie sociale solidaire. Donc ce sont vraiment des investissements ou des activités qui viennent résoudre un problème de société. Pour vous donner tout de suite un exemple concret, ce serait de la santé accessible ou de l'immobilier accessible, notamment pour les gens qui ont les moyens les plus contraints, de l'éducation accessible. Donc il y a toujours cet impératif fort, si vous voulez, d'accès pour le plus grand nombre. Donc ça, c'est la définition première de l'impact. Après, avec la volonté, si vous voulez, de rendre l'économie plus verte, si je puis m'exprimer ainsi, le terme impact, c'est, alors certains diront galvaudé, d'autres diront se sont élargis. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la finance au sens large, ce qu'on appelle l'impact, si vous voulez, c'est le fait de rechercher un impact, qu'il soit environnemental ou social, sans nécessairement rajouter cette dimension d'accessibilité pour le plus grand nombre. Donc typiquement, chez Eurazeo, nous avons un fonds qui vise à décarboner les infrastructures maritimes, donc à financer des bateaux qui vont avoir une amélioration de 20% sur les émissions carbone. Donc on va réduire de 20%, mais on ne fait, entre guillemets, que réduire le carbone. On ne se pose pas la question de l'accessibilité du transport de marchandises sous un angle financier. Donc ça, c'est l'impact aujourd'hui dans le monde de la finance dans son acception la plus large. L'ESG, si vous voulez, c'est la différence entre j'ai des caractéristiques ou j'ai un objectif. Donc typiquement, j'ai des caractéristiques qui sont que j'ai un bilan carbone, j'ai une trajectoire de décarbonation, mais pour autant, mon produit ne vise pas à décarboner. Je fais attention aux conditions de travail de mes collaborateurs, à leur couverture sociale, couverture de santé, mais pour autant... C'est des manières de faire, c'est des moyens d'une certaine manière. Exactement, vous avez tout compris, on ne pourrait pas mieux le dire. Donc vraiment, l'ESG, pour moi, c'est s'assurer qu'on a mis en place des caractéristiques qui font qu'on ne va pas nuire. Et ça, c'est très important, la non-nuisance. Quand on va aller vers des produits d'impact où on va vraiment chercher à financer des solutions contre le dérèglement climatique, des solutions sur les problèmes de santé. Donc vous avez vraiment cette différence d'approche et les deux se complètent, bien évidemment. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir une solution, une société, par exemple, nous on finance des infrastructures de transition énergétique ou de transition digitale, on a un fonds dédié sur ce sujet-là. Bien évidemment, nativement, les sociétés fournissent des services qui sont des solutions, mais par contre, on est extrêmement vigilant sur leurs opérations, c'est-à-dire la manière dont elles opèrent leurs activités. Donc vous ne pouvez pas avoir une société, par exemple, qui fournit du tri des déchets, mais qui elle-même va avoir des conditions de travail épouvantables ou va faire tourner tous ces véhicules ou toutes ces machines au diesel. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'il faut un socle ESG solide, et ensuite on peut ou pas rajouter un objectif d'impact. Pourquoi aujourd'hui les investisseurs qui se lancent finalement, qui investissent dans ces produits, peut-être dans vos produits ESG chez Eurazeo, pourquoi ils le font ? Est-ce que c'est pour des raisons, j'allais dire, personnelles, d'envie, de valeur, de conviction ? Ou est-ce qu'ils finalement, ils ont peut-être aussi compris qu'il y avait un intérêt financier plus important, une performance ? Est-ce qu'il y a quand même un sujet de conviction ? J'ai l'impression que oui, mais... Alors,
Là, je dirais, ça dépend vraiment des profils d'investisseurs. Oui, oui. Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est quand vous regardez la performance des fonds dits durables pendant la période Covid, et à titre macroéconomique et géostratégique, il faut savoir que nous sommes un certain nombre à travailler dans la communauté développement durable au sens large, où nous voyons la crise Covid comme une répétition générale de ce que sera une économie de la ressource contrainte. D'accord ? Et donc, quand on est dans une économie de la ressource contrainte, comme par hasard, les fonds qui étaient constitués de valeurs ESG ont eu des surperformances pendant toute la période Covid. Donc, à l'évidence, il y a quand même, pour répondre à votre question, Julien, un profil de gain qui est très intéressant. Alors, ce profil de gain, il a été... mais parce que crise sanitaire et qui ne va peut-être pas nécessairement durer, en tout cas sur ces niveaux de performance, aussi longtemps que la... Mais si vous voulez, quand je dis que la crise sanitaire, c'est une répétition générale de la crise Covid, ce n'est pas seulement sur les problèmes sanitaires. Vous avez bien vu tous les problèmes d'approvisionnement qu'on a eus. L'ensemble des chaînes logistiques ont été disruptées. Et en fait, si je fais un parallèle, aujourd'hui avec la crise climatique, on prévoit que les rendements agricoles vont baisser de 20% dans les 10 ans. Donc ça veut dire, et vous l'avez vu dans la presse récemment, on va passer d'une logique, si vous voulez, où on essaye de stimuler l'achat, à une logique où on va devoir protéger la ressource pour pouvoir protéger ses ventes. Et je vous donne un exemple très concret. Ça fait quand même 2 semaines qu'on voit dans la presse la crise de l'eau, et notamment des grandes sources, avec des marques de notoriété internationale, notamment certaines qui sont françaises. Si vous voulez, jusqu'à maintenant, les équipes marketing devaient faire en sorte de vendre le plus possible. Et là, ce sont les équipes de production qui vont prendre le relais pour protéger la ressource et garantir la durabilité. Et d'ailleurs, ils sont sous contrainte de quantité. Et en fait, si vous voulez, ça, ce sont des exemples avancés de ce qu'on prévoit quand même devenir une nouvelle normalité. Parce qu'en fait, on oublie souvent qu'on est dans un monde physique. Et un monde physique, quand il y a trop d'eau, c'est pas bien. Quand il n'y a pas assez d'eau, c'est très compliqué. Pour ne prendre que ces exemples-là, vous voyez. Donc, après, pour revenir sur votre point, est-ce que oui ou non, il y a des variations dans ces performances ? Et pour ceux qui nous regardent, le sujet, c'est effectivement celui de la performance. Est-ce que ça vaut le coup ou pas, ou plus que peut-être d'autres produits qui ne sont pas forcément ESG, d'aller finalement y mettre quelques billes ? Ce qui est sûr, si vous voulez, c'est qu'on n'est pas dans une histoire linéaire et que, si vous voulez, on a l'impression on progresse. Donc là, le Covid, c'est vrai que sur le plan de la performance des produits dits ESG, magnifique, et il y avait vraiment un décalage assez sensible. Et arrive la guerre en Ukraine. Et la guerre en Ukraine, c'est notamment un scénario, une situation très difficile sur la disponibilité de l'énergie. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, bien évidemment, on va faire ses approvisionnements sur les sources d'énergie qui sont disponibles, et notamment toutes les sources d'énergie fossiles. Et donc, c'est vrai qu'en ce moment, on est dans une période où, si vous voulez, le fossile vit une embellie. Alors, est-ce le chant du cygne ? Je laisserai vos téléspectateurs tirer leurs propres conclusions. C'est une question extrêmement et difficile et technique. Mais donc, du coup, c'est vrai, et notamment la presse aux États-Unis est très vocale sur ce sujet-là, avec tout ce courant anti-ESG, woke capitalism, de dire l'objectif, la raison d'être des fonds d'investissement, c'est de faire fructifier l'argent, donc il faut financer les fossil fuels. Je dois dire que j'ai un point de vue un peu plus nuancé par rapport à ça, c'est-à-dire que moi je pense que c'est une période très particulière de l'histoire dans laquelle on est, mais longue traîne et moyen terme, de toute façon, du fait des contraintes physiques, nous devons basculer vers les énergies renouvelables. Et ma conviction, elle est qu'effectivement, passer cette situation très particulière qui booste la performance des fossiles et donc des fonds plus classiques qui sont notamment composés de valeurs fossiles, je dirais pour moi la tendance est évidente. Et justement, vos critères de choix chez Eurazeo, quand on fait des produits justement ESG, quand on propose des entreprises à l'investissement à des investisseurs, quand on les sélectionne, c'est quoi justement ? Comment vous regardez ça, vous ? Alors nous, on a 2 catégories de produits. On a des produits ESG, donc ça c'est le socle commun à tous nos produits d'investissement. C'est-à-dire que quand vous achetez un produit Eurazeo, vous avez la garantie déjà que... alors on a une politique d'exclusion que je vous invite à consulter sur notre site web. Vous avez déjà la garantie que vous n'aurez aucune exposition à des secteurs controversés
qu'ils soient controversés pour leur impact sur l'environnement, pour le traitement et le respect des droits humains. Donc ça, déjà, c'est très important. Parce que y a quand même toujours une question qui est qu'est-ce que je fais avec mon argent, et donc être sûr de ne pas être exposé à des secteurs controversés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est vrai que chez Eurazeo, comme je vous le disais, on a notre programme ESG qui s'appelle O+. Donc O+, c'est le O, c'est le zéro émission net carbone. Donc tous nos produits engagent les sociétés financées dans la décarbonation pour être compatibles avec les accords de Paris. Donc c'est un énorme travail. Et le plus de O+, c'est plus d'inclusion. Et donc là aussi, si vous voulez, pour qu'une entreprise soit financée par Eurazeo, elle doit s'engager à mettre en place des conditions de travail décentes, de la protection sociale. Alors quand on est en France, on se dit c'est une évidence, mais nous, avec les 600 entreprises que nous sommes présents dans de très nombreux pays. Ça n'est pas une évidence partout. Bien sûr. Il y a aussi toutes les questions de partage de la création de valeur. Donc là aussi, s'assurer que les salariés soient intéressés au partage de la création de valeur. Donc vous avez tout ce socle ESG dans tous nos produits. Et ensuite, il y a certains produits, des produits d'impact, sur lesquels nous allons plus loin. Donc là, on a un vrai objectif de financer des solutions. Et donc, j'ai déjà mentionné les infrastructures maritimes durables, les infrastructures d'énergie et digitale. On a aussi des fonds spécialisés dans la santé. Bien sûr. Donc, on a aujourd'hui 9 fonds impact, qui, eux, sont vraiment focalisés sur les solutions. Et donc là aussi, avec des profils de performance extrêmement bons. Alors, on va se mettre du côté des investisseurs et je voudrais qu'on parle peut-être un petit instant de l'ESG dans le non-coté. Oui. Parce que c'est vrai qu'on l'évoque régulièrement sur Boursorama, mais quand on est dans une société cotée, c'est relativement simple d'une certaine manière d'avoir accès aux informations, qui plus est sur ces sujets-là pour faire des choix. C'est moins facile quand on est une entreprise qui est le non-coté. Comment est-ce que, pour les investisseurs qui nous regardent aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez finalement leur conseiller et comment vous regardez-vous ce sujet chez Eurazeo d'accéder à de l'information et de faire des vrais choix d'investissement dans des entreprises qui pourraient s'apparenter impact et ou ESG en l'occurrence et qui ne le sont peut-être pas forcément? Alors, vous posez une très bonne question, complexe. Après, chez Eurazeo, ce qui est particulier, c'est que nous sommes nous-mêmes une société cotée. Donc nous sommes nous-mêmes assujettis à des impératifs de transparence et de publication sur les critères extra-financiers. Donc nous les cascadons sur les sociétés que nous finançons. Donc on est probablement aujourd'hui une des rares sociétés au monde à faire un reporting annuel sur plus de 100 critères environnementaux, sociaux, sociétaux, de gouvernance. À des sociétés qui ne sont pas cotées. À des sociétés qui ne sont pas cotées. Et pour illustrer mon propos, si vous voulez, j'ai été experte auprès de la Commission européenne sur les réglementations de reporting extra-financier, justement parce que nous sommes les seuls à avoir cette expérience. Et en fait, ça marche très très bien. C'est-à-dire qu'une fois qu'on explique à quoi ça sert, et moi je vous dirais, et notamment qu'on traduit les impacts en euros. C'est-à-dire que nous, on engage l'ensemble de nos sociétés à décarboner. Le carbone, vous vous dites, 2 tonnes, 10 tonnes, 100 tonnes, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. C'est pas évident à savoir. Alors, je vous donne un point de repère. Un budget carbone d'un individu, accord de Paris, c'est 2 tonnes par an. D'accord ? Donc, ça va pas très très loin. Donc, ça vous donne tout de suite la magnitude des impacts. Néanmoins, quand vous traduisez en euros, les gains sur l'énergie, sur l'eau, sur les intrants, et nos programmes ont déjà permis de générer plus de 250 millions d'euros d'économies. Donc vous voyez qu'on arrive à traduire de manière très concrète les gains pour les entreprises. Après, l'accès à la donnée, il peut sembler complexe, mais vous avez énormément de bases de données qui sont disponibles. Là aussi, je vais vous donner un exemple concret. Nous, quand on investit dans une société, notamment une société qui a des sites de production, la question qu'on se pose, alors ça s'appelle dans notre jargon les risques physiques, est-ce que oui ou non, le site, il est durable ou pas? Et donc, on prend l'adresse et on saisit l'adresse dans des outils. Alors, vous avez des outils gratuits, des outils payants, mais en fonction de la granularité de l'information que vous souhaitez. Et ça vous donne les risques de crue, les risques de pénurie d'eau, les risques de tempête, les risques de tremblement de terre. Et en fait, nous, si vous voulez, c'est intégré dans nos due deals depuis maintenant 10 ans. Il n'y a pas un seul site physique qu'on regarde sur lequel on ne se dise pas est-ce que le site il va passer la mer ou pas. Et donc, en sachant qu'il y a 15 ans, on a un site qui est passé sous l'eau, il y a 4 ans maintenant, on a eu une tempête en Bretagne. Alors, je ne vous cache pas qu'on était
très très vigilants sur les risques physiques, notamment dans certaines zones en dehors de France, parce qu'on se dit la France, maintenant on fait la France comme les autres. Bien sûr. Parce que même en Bretagne, vous pouvez avoir des risques de tempête. Après, donc ça c'est quand même plutôt des outils pour des experts. Ce qui va changer, c'est qu'on a une nouvelle réglementation qui est en train de se mettre en place. Donc vous savez qu'en Europe et en France, on est quand même les champions de la réglementation. Mais moi j'aime bien voir le verre à moitié plein. Ces réglementations ont aussi leur utilité. Donc la réglementation, elle a un petit nom, c'est CSRD, donc la Corporate Social Responsibility Directive, dans mon plus bel anglais. Et en fait, c'est une réglementation qui va progressivement s'appliquer jusqu'à des entreprises de 250 salariés et plus, qui va imposer aux entreprises de reporter. Alors, il ne faut pas avoir peur. À ce stade des textes, on est sur quasiment 1 millier d'indicateurs. D'accord. Mais chaque entreprise dira, voilà les enjeux sur lesquels j'ai un impact et voilà les sujets sur lesquels je suis impacté. Ça s'appelle la double matérialité. Et aura l'obligation de reporter. Et tout ceci devrait se déverser dans des bases de données publiques. Oui, c'est ça. Et donc, surtout, parce que là encore, qu'est-ce qu'un investisseur privé ou particulier irait écumer ses bases, c'est très technique, mais ce qui va être le plus important, si vous voulez, c'est que ça va enfin donner des benchmarks. Tout à fait. Donc on va enfin pouvoir des comparables, se comparer. Exactement. Et ça va tout changer. Et finalement, cette information, elle existe quand même, et c'est plutôt ça, d'une certaine manière, si je puis dire, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut quand même, nous, en tant qu'investisseurs privés, et pour ceux qui nous regardent, si par conviction on souhaite investir dans une entreprise, on a la possibilité quand même, effectivement, d'avoir des éléments de données qui sont effectivement les plus fiables et les plus pertinents possibles. Je dirais, aujourd'hui, ce sont des investisseurs professionnels comme Eurazeo qui font le travail pour vous. Bien sûr. Donc là aussi, il faut se renseigner et se dire, est-ce que cet investisseur a une vraie politique d'engagement dans la durabilité ? Oui, non. Et ça va quand même assez vite. Et puis il y a des signaux qui ne trompent pas. Vous regardez l'iconographie, vous regardez... il y a un certain nombre, si vous voulez, de marqueurs qui vous permettent d'évaluer le sérieux. Mais d'ici 5 ans maximum, on aura des benchmarks très précis qui permettront de savoir quelle est la qualité, de la durabilité d'une entreprise à court terme et à moyen terme. Et ne nous méprenons pas, quand je parle de durabilité, je ne parle pas seulement de durabilité environnementale ou sociale, mais je fais bien un lien direct avec la durabilité économique. Bien sûr. C'est-à-dire que dans notre vision, qui est très claire chez Eurazeo, c'est l'impact qui va générer la profitabilité. Et une entreprise qui n'est pas prête, nous n'investissons déjà plus dedans, et ce depuis plusieurs années. C'est-à-dire vous prenez 2 entreprises dans le même secteur d'activité, celle qui a amorcé sa transition et celle qui n'a pas démarré. On ne peut plus financer la transition d'une entreprise qui n'a pas démarré. Ça coûte trop cher, ça n'est plus possible. Donc il faut être extrêmement vigilant là aussi dans vos placements. Et c'est aussi un bon signal pour les investisseurs, faire des choix les plus éclairés possibles si Eurazeo ne les a pas fait en l'occurrence. Il nous reste quelques minutes, quelques questions, un petit mot avant de se quitter. Votre regard finalement, quels sont un peu dans le contexte macro, alors très bousculé là pour le coup, déstabilisé d'une certaine manière qu'on connaît depuis maintenant quelques semaines et quelques mois, quels sont finalement les signaux qui pourraient faire basculer dans le bon ou dans le mauvais sens d'ailleurs, finalement ces investissements ESG, en tout cas cette position de l'ESG auprès des investisseurs? C'est ce que j'évoquais au début de notre entretien, Julien. En fait, si vous voulez, on voit bien en ce moment qu'il y a... c'est comme une valse à hésitation. Oui. On avance de 2 pas, on recule de 3, on avance de 2 pas, on recule de 3. Mais là-dessus, si vous voulez, bien évidemment, moi je rejoins les analyses de mes confrères. On est dans un monde physique. On est dans un monde physique. Donc, ce qui est d'ailleurs paradoxal, c'est qu'aux États-Unis, si vous voulez, les États les plus vocaux contre les réglementations ESG font partie de ceux qui sont les plus impactés par la crise climatique. Mais à un moment donné, si vous voulez que ce soit les investisseurs individuels, mais que ce soit surtout les populations qui votent, à un moment donné, vous voyez, je lisais dans la presse, il y a un mois de ça, la première commune de France qui refuse des permis de construire parce qu'elle n'est pas en capacité de fournir de l'eau à des nouvelles habitations. Mais il y a 5 ans, on ne se serait jamais posé la question. Et en fait, il faut bien voir, si vous voulez, qu'on va redescendre sur les besoins essentiels de la pyramide de Maslow. Donc à un moment donné, si vous voulez, les hésitations politiques, parce que c'est très difficile, bien évidemment, les variations réglementaires, parce que là aussi, c'est très difficile et personne n'a envie de se restreindre, mais le monde physique, de toute façon, nous y amène. La bonne nouvelle, c'est que pour les investisseurs qui
travaille ces sujets de longue date, ça nous donne une capacité de détection avant les autres. Et je pense que ça, c'est une des marques de fabrique d'Euraseo. Oui. Ça a été le cas dans la tech, c'est aujourd'hui le cas dans l'impact. On s'est mobilisé très tôt. On a développé des savoir-faire différenciants très tôt. Et moi, j'ai la conviction, si vous voulez, parce qu'il y a beaucoup de débats sur la croissance et l'ESG. Et en fait, si vous voulez, la croissance, elle va se déplacer. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises, un nombre croissant, qui vont devenir des stranded assets. Et la croissance va se déplacer vers les entreprises dites for solutions. Oui. On en a déjà un peu plus de 4 milliards dans nos portefeuilles, sur nos 34 milliards d'assets sous gestion. Ça va encore augmenter. Donc, il y a toujours de très belles opportunités d'investissement à venir. Et la bonne nouvelle, si vous voulez, c'est qu'on va aligner la performance économique avec l'utilité sociétale. Deux petites questions très rapidement avant de se finir. La première, on a parlé pas mal d'environnement, il y a aussi le sujet gouvernance et social, vous le rappeliez. La Première ministre Elisabeth Borne a récemment indiqué que les syndicats notamment qui avaient signé cet accord de partage de la valeur seraient retranscrits tel quel dans la loi, ou presque en l'occurrence. Ça, comment vous regardez ça? C'est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce que ça peut finalement aussi doper d'une certaine manière un peu l'intérêt qu'on peut avoir en tant qu'investisseur sur les entreprises qui vont mettre en place ce type d'outils? On le voit bien, si vous voulez, de toute façon, le pacte social, il faut le restaurer, ou il faut l'améliorer, le recoudre, et effectivement, les mécanismes de partage de la création de valeur, donc comment est-ce qu'on partage plus équitablement la valeur créée, sont au cœur des discussions. Nous, c'est un sujet sur lequel on travaille, alors on peut toujours faire plus, néanmoins, c'est vrai que chez nous, 100% des collaborateurs sont actionnaires de l'entreprise, et on demande aux sociétés que nous finançons de s'assurer que 75% des collaborateurs au minimum bénéficient d'un mécanisme de partage de la création de valeur. On peut toujours faire plus, mais c'est déjà un socle très solide. Alors vous pourriez me demander les 25%. Les 25%, ce sont tous les emplois, vous savez, qui sont peut-être des emplois récents. Par exemple, quelqu'un qui vient de rejoindre l'entreprise, on peut vouloir attendre 12 mois. Vous voyez, donc nous, on a notre rôle à jouer. Donc là aussi, ça fait partie des sujets sur lesquels on souhaite clairement progresser, en sachant qu'il y a aussi, bien évidemment, quand on déboucle une opération d'investissement, le partage de la plus-value, que nous faisons de manière régulière avec les collaborateurs des entreprises. Bon, et dernière question, alors vous n'allez pas révéler tous vos petits secrets de fabrication chez Euraseo, évidemment, mais quand même, un investisseur privé, allez au hasard moi, qui veut m'investir dans des entreprises ESG ou entreprises à impact, qu'est-ce que vous nous conseillez? Qu'est-ce qu'on regarde en premier? Comment est-ce qu'on réfléchit, on anticipe le sujet et on l'appréhende finalement? Mais je vous disais, il y a des marqueurs pour savoir si c'est du vrai ou du greenwashing. Moi, je vous incite à regarder les chiffres. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une vraie granularité de l'information, d'une part, et d'autre part, est-ce que vous avez des notes méthodologiques qui vous disent voilà comment c'est calculé, et voilà ce qu'on arrive bien à faire, et voilà ce qu'on n'arrive pas bien à faire encore et sur lequel on progresse. Ou, comme c'est le cas chez Euraseo, est-ce que les données sont auditées par un tiers indépendant? Nous, on le fait, ce n'est pas une obligation légale. Mais donc, vous voyez, c'est parce que c'est un métier de spécialiste. Bien sûr. Et même, si vous voulez, maintenant... C'est un sujet complexe, c'est un sujet technique, naturellement. Donc, les meilleures preuves, si vous voulez, c'est la transparence. Bien sûr. Et des informations sur la fabrication et la qualité des données. Et moi, je vous dirais, quand vous regardez aussi dans l'investissement, est-ce qu'il y a une politique d'exclusion? Et si oui, qu'est-ce qu'il y a dans cette politique d'exclusion? Vous voyez, s'il n'y a pas de politique d'exclusion et qu'on vous dit « je fais un produit durable avec des valeurs dans des domaines controversés », je dirais vous avez la réponse à votre question. Donc vous avez la possibilité d'aller chez des acteurs plus exigeants. Merci beaucoup Sophie Flack. Merci Julien. D'être venue nous voir, membre du directoire et partenaire en charge de l'ESG et du digital chez Euraseo. Et je rappelle que si vous avez des questions, vous retrouvez Euraseo sur leur stand de ce salon Bourso Live. Et on se retrouve très bientôt sur Boursorama. Merci beaucoup. Merci.